Les numéros en sport automobile, ça peut paraître anodin, mais c'est tout le contraire. Aujourd'hui, les pilotes de Formule 1 peuvent choisir leur numéro et ils ont tous une signification. Comme le casque, c'est une identité propre aux pilotes. Mais avant 2014 en Formule 1, les pilotes n'avaient pas le choix. Ils étaient contraints par le règlement qui leur attribuait des numéros. Retraçons ce règlement un petit peu particulier. Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux numéros en F1, mais aussi en sport automobile et même en sport mécanique. Les numéros sont une façon d'identifier les pilotes et les voitures, que ce soit en Formule 1 ou dans d'autres compétitions amateurs. Voire même au niveau 1 de la course, en carte de lock, les numéros sont importants, c'est l'identité de votre machine, et vous l'avez sans doute déjà remarqué. Et d'ailleurs, au lancement du championnat du monde de Formule 1 en 1950, le règlement concernant les numéros se rapprochait vraiment de ce qu'on trouve en carte de lock. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune logique et aucune continuité dans l'attribution des numéros. Prenons un cas de figure concret. Silverstone 1950, la première course du championnat du monde de Formule 1. Et pour cette première, on trouvait un certain ordre. Les 4 Alfa Romeo ont les 4 premiers chiffres, donc 1, 2, 3, 4. Les 4 premiers chiffres. Plus précisément, Fangio le 1 et Farina le 2. On va rester sur ces deux pilotes. Si on prend le Grand Prix suivant à Monaco, tout a changé. Farina le numéro 32 et Fangio le numéro 34. Puis en Suisse, Fangio le 14 et Farina le 16. En fait, ce sont les organisateurs des Grands Prix qui ont attribué les numéros aux pilotes et aux voitures en fonction du nombre d'inscrits. Enfin, le premier qui s'inscrit en général, il a le premier numéro, et ainsi de suite. Donc c'est aléatoire. En revanche, il y en a un qu'on ne distribue pas, c'est le numéro 13. On y reviendra plus tard. On voit qu'à l'époque, le numéro n'avait que pour seule utilité d'identifier la voiture. Et globalement, on ne se souvient pas particulièrement de certains numéros durant cette réglementation qui va durer jusqu'en 1973. Après ça, ça s'organise. « 1974, une nouvelle règle arrive. La FIA décide d'attribuer des numéros permanents aux équipes. Sauf qu'en début de saison 74, on ne les distribue pas comme ça. Il y a un ordre précis, tout simplement celui du championnat constructeur de 73. Oui, mais il faut bien que le champion du monde en titre prenne le numéro 1. Ouais, mais le champion du monde en titre, Jackie Stewart, a pris sa retraite, donc la question ne se pose pas. On prend vraiment le classement constructeur. En revanche, si Stewart était resté en 74, il aurait pris d'office le numéro 1. Lotus, qui a donc gagné le championnat du monde des constructeurs, prend les numéros 1 et 2. Peterson prend le 1 et X prend le 2. C'est d'ailleurs une exception dans cette réglementation qu'un pilote non champion du monde porte le numéro 1. On le verra après. Avec cette distribution permanente, Tyrrell se retrouve avec les numéros 3 et 4 qui leur colleront à la peau jusqu'à la fin de cette réglementation. Ferrari prend les 11 et 12, McLaren les 5 et 6. Et au passage, toujours pas de numéro 13, on passe de 12 à 14. Maintenant, si une équipe s'envie durant la saison ou engage une troisième voiture pour une course, comme on pouvait le faire à l'époque, ils prennent un numéro à la suite de notre série, le premier numéro non attribué, qui est disponible après notre liste. Mais il y a d'autres subtilités. Si une équipe arrive à plein temps, elle prend les premiers numéros pas encore attribués. En revanche, si une équipe disparaît, ces numéros peuvent être réattribués à une autre équipe déjà existante dont les siens sont plus élevés. Cas concret, en 75, BRM, qui avait les numéros 14 et 15 en 74, n'ont plus qu'une seule voiture. Le 15 est donc disponible et il sera utilisé par Lotus et Tyrrell lorsqu'ils engageront une troisième voiture dans un week-end. Mais là où ça devient intéressant, c'est lorsque les numéros s'échangent. La règle est simple, le champion du monde prend le numéro 1 et son équipier le numéro 2. Mais si le champion du monde en titre n'est plus là, comme Stewart en 74, eh bien celui qui le remplace dans son équipe prend le numéro 0. Mais ça, on y reviendra après. Prenons un cas concret. Emerson Fittipaldi remporte le championnat 1974 avec McLaren qui ont donc les numéros 5 et 6. Donc en 1975, Emerson récupère le numéro 1 attribué à Ronnie Peterson et son équipier Jochen Mass le numéro 2. Lotus se retrouve alors avec les numéros 5 et 6 qu'avait McLaren. Et là, à partir de cette réglementation, il est plus facile d'attribuer un succès ou une histoire à un numéro. La preuve, pour son premier titre, Niki Lauda avait le numéro 12.
Et ça, beaucoup de personnes le savent. Le pilote est associé à son numéro. Ferrari et McLaren vont alors s'échanger leur numéro de 76 à 77 au gré des titres de Lauda et Hunt. En 1978, c'est Brabham qui récupère les numéros 1 et 2 car Lauda débarque dans l'équipe. D'ailleurs, en 78, il se passe quelque chose d'intéressant. Frank Williams débarque avec sa nouvelle équipe avec son pilote Alan Jones. Il se voit attribuer le numéro 27. Claire Regazzoni, qui les rejoindra en 79, prend le numéro 28. Numéro 27 et 28 pour Williams. Certains voient déjà où je veux en venir. Mario Andretti est champion du monde en 78 et Lotus récupère donc le numéro 1 en 79 où Jody Scheckter prend le titre et donc le numéro 1 l'année suivante. Scheckter qui est avec Ferrari. En 1980, Alan Jones offre le premier titre à Williams, ainsi, vous l'avez compris, Williams et Ferrari s'échangent leurs numéros. Voilà comment Ferrari récupère les numéros 27 et 28. Là encore, on y reviendra après. Et cette réglementation va tenir jusqu'en 1995. En 1996, c'est donc la rébellion des chiffres. Tout est redistribué en fonction du classement constructeur de l'année précédente. Ferrari dit adieu à ses numéros 27 et 28 et entre nous, heureusement qu'ils ne les ont pas retrouvés, ça aurait été vraiment inquiétant. Tyrrell se sépare également des numéros 3 et 4. C'est une nouvelle ère. Bon, quoi qu'il en soit, le champion du monde prend le numéro 1 et son équipier le numéro 2. Ça change pas. À partir de 96, on ne voit plus d'équipe popée en plein milieu du championnat, donc on n'a pas à se soucier d'une réattribution des numéros. En revanche, on peut avoir des troisièmes voitures pour les essais libres du vendredi et les numéros sont généralement compris entre les trentaines ou les quarantaines. Et évidemment, pas de numéro 13. Maintenant, si cette règle est assez claire pour être comprise facilement, il y a eu quelques moments où il fallait s'adapter. Parfois, l'équipe champion du monde en titre pilote et constructeur n'avait pas le numéro 1 et le numéro 2. Pourquoi? Eh bien, parce que le pilote a changé d'écurie. On l'a vu à 4 reprises durant cette réglementation. En 96, où Schumacher est passé de Benetton à Ferrari, apposant alors pour la première fois depuis 1990 le numéro 1 sur une voiture de la Scuderia, et Benetton, pourtant champion des constructeurs 95, s'est rabattu sur le 3 et 4. Deuxième fois, dès l'année suivante avec Damon Hill qui passe de chez Williams à Arrows. Même chose en 2007 avec Alonso qui rejoint McLaren en provenance de Renault et en 2010, Button rejoignait McLaren depuis Brown. Donc McLaren a eu 2 fois le numéro 1 gratuitement. Avec ce système, on pouvait repérer facilement quelle équipe a eu une campagne difficile l'année précédente. Genre à partir du numéro 14, après le 14, bah tu dis c'était moyen quoi. À partir du numéro 18, c'était pas bon du tout. Mais chose incroyable quand on suit ce raisonnement, c'est que le numéro 22 a été champion du monde 2 fois d'affilée. En 2007, McLaren est disqualifié du championnat constructeur à cause du Spygate et se retrouve alors avec les tristes numéros 22 et 23. Donc en 2008, Hamilton, qui portait le numéro 22, est devenu champion du monde. Et lorsqu'il a doublé la mise en 2014, il avait le numéro 44. Et la comparaison s'arrête là, parce que sinon aujourd'hui, il aurait le numéro 154. En 2009, Brand GP rachetait Honda, mais bien que ce fût un rachat, ce n'était pas la continuité du constructeur japonais, il a lancé une nouvelle équipe. Pour ce qui est des inscriptions en tout cas. Donc Brand GP s'est retrouvé avec les numéros 22 et 23. Button est alors devenu champion du monde avec le numéro 22, un deuxième titre pour ce numéro. Bref, si Brown est inscrit comme une nouvelle équipe, au même titre que Super Aguri en 2006, les achats qui s'inscrivent dans la continuité de l'équipe précédente permettent aux nouveaux arrivants de conserver les numéros, enfin de prendre les numéros qui auraient été attribués à leurs prédécesseurs. Dit comme ça, c'est très chiant, et on comprend pas beaucoup, alors que l'application de la règle est assez simple. Jaguar devient Red Bull en 2005 et Red Bull récupère les numéros correspondant au classement constructeur de Jaguar en 2004, donc le 14 et le 15. Pareil pour Minardi qui devient Toro Rosso en 2006, numéro 20 et 21. 2013 est la dernière année de cette réglementation et à partir de 2014, on est passé à la réglementation qu'on connaît aujourd'hui. Depuis 2014, les pilotes peuvent enfin choisir leur numéro. Je dis enfin parce qu'on avait l'habitude de ça en MotoGP, et puis c'est une façon pour les pilotes d'être identifiés. Enfin, si je vous dis le numéro 93 en MotoGP, vous me citez Marc Marquez. Mais si on vous demandait à qui appartenait le numéro 9 en Formule 1 en 2007, il faut connaître le classement constructeur de 2006, et ça changeait donc d'une année à l'autre. En 2007, le numéro 9, c'était Nick Heidfeld. Les pilotes ont donc le choix entre le numéro 2 et le numéro 99. Ouais, parce que les numéros à 3 chiffres, c'est pas possible. Pour ce qui est du numéro 1, le champion du monde sortant a le choix de le prendre ou non. Il peut conserver son numéro. Lewis Hamilton a choisi de conserver son numéro 44 après ses titres et il aura fallu attendre 2022 pour revoir ce numéro symbolique apposé sur une voiture.
La dernière fois, c'était en 2014 avec Sébastien Vettel sur sa Red Bull, et en 2022, c'était toujours sur la Red Bull avec Sergio Pérez. Oui, parce qu'il y en a deux, MDR. Bon, évidemment, c'est Verstappen. Hamilton ne voulait pas prendre le numéro 1 parce qu'il avait plus d'attachement envers son numéro personnel, le 44. Une histoire personnelle, c'était son premier numéro en karting, tiré de la plaque d'immatriculation de son père. Max Verstappen a eu choisi de prendre le numéro 1 pour une raison que j'aime bien. Ne sachant pas qu'il aurait une nouvelle opportunité de le prendre, il a choisi. C'est cool. Donc ça, c'est la particularité du numéro 1, mais il n'est pas le seul. Oui, il y a encore un autre numéro qui aujourd'hui ne peut plus être pris, champion du monde ou pas. Il s'agit du numéro 17 qui était à Jules Bianchi en 2014. Il a été retiré de la liste en hommage. Dernière spécificité de ce règlement, les pilotes ne peuvent pas changer de numéro pendant leur carrière. De plus, s'ils prennent le numéro 1, leur numéro personnel leur est réservé. Donc le 33 est réservé à Verstappen. De plus, si un pilote s'en va, son numéro lui est réservé pendant 2 saisons. Donc le numéro 7 qui était à Raikkonen sera de nouveau disponible en 2024. Tiens d'ailleurs, vous savez pourquoi Raikkonen avait pris le numéro 7 ? Parce que c'est un numéro, on se dit qu'il va vite être pris quoi celui-là. C'est tout simplement parce qu'en 2013, il avait sur sa Lotus le numéro 7. Bah Raikkonen quoi. Hein. Évidemment, en plus de 70 ans de Formule 1, certains numéros sont passés à la postérité. On a cité les numéros 27 et 28 de Ferrari qui les ont suivis de 81 à 95, soit 14 saisons. Oui, parce qu'en 90, Prost est arrivé chez les Rouges en champion du monde et cette paire de numéros est passée chez McLaren avant de revenir chez Ferrari en 91. Le 27, c'était le numéro de Gilles Villeneuve et c'est probablement le pilote le plus marquant avec ce numéro. Il faut dire que Gilles a plus couru avec le numéro 12 chez Ferrari qu'avec le numéro 27. Mais c'est le 27 qui a marqué l'histoire. Jean Alesi n'a fait que renforcer ce mythe en triomphant au Canada en 95 au volant de sa Ferrari numéro 27. En plus, le français était souvent comparé à Gilles Villeneuve par son pilotage agressif. Passons côté français, les numéros historiques de Renault sont les 15 et 16, l'un en rouge et l'autre en bleu. Et s'il y avait une troisième voiture chez la marque aux losanges, c'était en vert, comme ont pu le porter François Hainaut et Philippe Streff. Mais en plus marquant, il faut regarder du côté de chez Ligier, les numéros 25 et 26. C'est surtout le 26 qui est marquant avec Jacques Lafitte et sa Ligier bleue au sponsor Gitane. Évidemment, le numéro 1 est très spécial et c'est d'ailleurs le numéro qui a disputé le plus de grands prix. Mais laissez-moi vous parler du numéro 0. Si le champion du monde n'est pas là l'année suivante, son successeur dans l'équipe prend le numéro 0. Comme dit dans la vidéo sur Williams, Damon Hill a porté ce numéro particulier pendant 2 saisons. En 93 après le départ de Mansell, titré en 92, et en 94 après le départ de Prost, titré en 93. Mais un autre pilote a roulé avec le numéro 0, c'est Jody Scheckter. Nous sommes alors dans la première réglementation. Jody Scheckter faisait alors 4 courses avec une 3e McLaren durant la saison, et pour les 2 dernières manches, au Canada et aux États-Unis, il s'est retrouvé avec le numéro 0. Après, si la réglementation des classements constructeurs, donc de 96 à 2013, avait perduré jusqu'à aujourd'hui, eh bien Hamilton aurait eu le numéro 0 avec Mercedes, ou alors Bottas aurait eu le numéro 0 avec Mercedes en 2017, parce que Rosberg, du coup, qui gagne le titre, n'était plus là. Bref, passons au numéro 13, qui a été choisi en 2014 par Pastor Maldonado. Mais le Vénézuélien n'était pas le premier à porter ce numéro, quasiment toujours exclu de la compétition. Le premier à l'utiliser, c'était Maurits von Strachwitz. Ouais, mon niveau d'allemand est pas terrible. Et ça tombe bien qu'on parle d'allemand, puisque c'était au Nürburgring en 1953. Le deuxième à l'avoir porté, c'était Moises Solana au Grand Prix du Mexique 1963. Et enfin, avant Maldonado, le dernier, ou devrais-je dire la dernière pilote à avoir porté ce numéro, c'était la Britannique Divina Gallica, ou Gallica, oui Gallica certainement, au Grand Prix de Grande-Bretagne 1976. Mais elle ne s'est pas qualifiée. Maintenant, si je vous demande quel est le numéro le plus élevé de l'histoire de la Formule 1, vous pensez à Giovinazzi avec son numéro 99. Après, si vous ne pensez pas à Giovinazzi parce que vous ne savez pas qui c'est, ben je vous comprends. Mais c'est pas Antonio. Si depuis 2014, les pilotes peuvent choisir des numéros entre 2 et 99, à l'époque, des numéros à 3 chiffres pouvaient voir le jour. C'était en 1952 au Nürburgring sur la BMW de Rudolf Krause avec le 136. D'ailleurs, sachez que toutes les voitures avaient des numéros à 3 chiffres pour ce Grand Prix, de 101 à 136. Mais ce record aurait pu être 208 avec Leila Lombardi en 1974 à Brandzach, mais l'Italienne ne s'était pas qualifiée. Enfin, on peut citer d'autres numéros célèbres. Je pense au numéro 5 et plus particulièrement au Red 5 popularisé par Nigel Mansell. Mansell, c'est la Williams Renault estampillée du numéro 5 rouge. Vettel l'a d'ailleurs repris pour plusieurs raisons, dont celle de Nigel Mansell. Évidemment, comment ne pas parler du numéro 44 ? Lewis Hamilton et le numéro 44, c'est une association, une icône de la Formule 1.
D'ailleurs, un autre intérêt pour ne pas troquer son numéro personnel pour le 1, c'est le côté marketing. Oui, avec votre numéro personnel, vous construisez une image de marque, comme le LH44 ou le 33 de Verstappen. Puis il y en a d'autres évidemment. Mais il n'y a pas que la F1 en sport mécanique. On l'a évoqué tout à l'heure avec le numéro 93, Marc Marquez. Mais comment ne pas évoquer Valentino Rossi et son numéro 46? Je vous le demande! Clairement dans le top 5 des numéros les plus connus du sport, avec par exemple le numéro 23 de Michael Jordan ou le numéro 10 de Zinedine Zidane. VR46, Valentino Rossi 46. Ce numéro était porté par son père Graziano lorsqu'il avait décroché sa première victoire en mondial, et Valentino Rossi l'a pris dès son arrivée en 1996 en 125. Il ne l'a jamais quitté en MotoGP et il porte même encore aujourd'hui en GT3. Le 46, c'est une image de marque, on le reconnaît entre mille. Il est tellement marquant que peu de pilotes osent le prendre, peu importe la catégorie. Regardez en F1, Lando Norris est un fan de Rossi, mais il a pris que la moitié du 46, le 4. Il lui a d'ailleurs rendu hommage à Monza en 2019. Pour ce qui est de la moitié mathématique, le numéro 23, on retrouve Alex Albon, c'est également un hommage à Rossi. En MotoGP, la règle est légèrement différente. Le 1 est toujours réservé pour le champion du monde, mais s'il venait à le prendre, son numéro personnel ne lui serait pas réservé. Autrement dit, Pecco Bagnaia, le champion du monde en titre qui a choisi le numéro 1, aurait pu se faire piquer son numéro 63. Même chose pour Casey Stoner et son numéro 27. Les 2 années suivant ces titres, l'Australien avait choisi le numéro 1. Puis aussi en MotoGP, ils peuvent changer de numéro. On connaît Dani Pedrosa avec son numéro 26, mais l'Espagnol l'a changé 2 fois. En 2008, il avait le 2 et en 2009, il avait le 3. Puis en 2010, il est revenu à son 26. Jorge Lorenzo a aussi changé son numéro. Lors de sa première saison en MotoGP, le Mallorquin avait le numéro 48 qu'il a troqué pour le 99 dès 2009. Il eut le numéro 1 après son premier titre en 2010, donc en 2011, mais malgré ces 2 autres sacres, il restera au 99. Et je crois que le dernier à avoir changé, outre Bagnaia qui a pris le numéro 1, c'est Viñales qui est passé du 25 au 12. Et en MotoGP, nous avons également quelques numéros qui ont été retirés de la liste. Le 34 de Kevin Schwantz et le 65 de Luis Capirossi en hommage à leur carrière, mais aussi le 46 de Valentino Rossi. S'ajoute à ces 3 numéros le 58 en hommage à Marco Simoncelli, tristement disparu lors du Grand Prix de Malaisie 2011, le 69 de Nicky Hayden, disparu en 2017 d'un accident de vélo, et enfin le 74 de Daijaro Kato, pilote japonais mort durant le Grand Prix du Japon 2003. En Moto 2, pour les mêmes raisons, le numéro 48 de Shoya Tomizawa et le numéro 39 de Luis Salom, et dernièrement en Moto 3, le numéro 50 de Jason Dupasquier. Dans les autres catégories, on en trouve quelques-uns. Pour en finir avec cette thématique morbide, on peut citer le numéro 19 d'Antoine Hubert qui a été retiré de l'attribution de la Formule 2. La Formule 2 qui utilise d'ailleurs la même réglementation que la Formule 1 entre 1996 et 2013. Si Daniel Ricciardo roulait avec le numéro 3, c'était en hommage à la légende du NASCAR Dale Earnhardt. En NASCAR, les autres numéros qui me viennent sont les numéros 48 et 84 de Jimmy Johnson, le 24 de Jeff Gordon ou encore le 43 de Richard Petty. Ne suivant pas du tout la NASCAR, ce sont les premiers numéros qui me sont venus en tête. Donc j'imagine que c'est pas pour rien. Après, je peux vous parler des numéros 91 et 92 de Cher à Porsche en GTE ces dernières années, mais aussi les numéros 16 et 17 d'Henri Pescarolo avec son team, comme le numéro 23 pour Nissan. Le 2 et le 3 se prononcent respectivement en japonais Ni-san. D'où le pourquoi du comment. Maintenant, je vous laisse le soin en commentaire de me noter des numéros historiques. Pour les pilotes de 2023, on a vu Hamilton, Norris et Albon, mais regardons les autres. Logan Sargent a le numéro 2, mais à la base, il voulait le 3. Réservé à Ricciardo jusqu'à au moins en 2025, il s'est rabattu sur le 2 qu'il portait en Formule Renault Eurocup. Le 2 était également le numéro de Stoffel Van Dorn. Mais je pense, à mon humble avis, que Sargent aurait dû prendre le numéro 15 au vu de son logo. Pour Gasly, le 10 est en hommage à Zinedine Zidane, mais aussi parce que c'était son numéro lorsqu'il avait gagné en 2013 la Formule Renault Eurocup. Pour Pérez, le 11 est également pour un joueur de foot, Ivan Zamorano. Le 14 juillet 1996, alors âgé de 14 ans, Alonso a remporté un titre en karting avec le numéro 14. Leclerc rêvait du numéro 7. Il a beau avoir pris la place de Raikkonen chez Ferrari, il n'a pu prendre son numéro. Du coup, il voulait le 10, mais son pote Gasly l'avait pris avant. Du coup, il a pris le 16, parce que 1 plus 6, ça fait 7. Ouais, c'est bon, ça fait bien 7. Lance Stroll est arrivé en F1 à 18 ans, mais il avait gagné également ses titres en F4 et en Toyota Series avec le numéro 18. Magnussen avait le numéro 20 avant d'arriver en F1, donc en 2013. Il a été champion de Formule Renault 3.5 cette année-là. Pour De Vries,
On ne sait pas, mais pour Tsunoda, oui. Le japonais voulait le numéro 11, mais Perez l'ayant, il a doublé la mise. Il marche ainsi dans les pas de Jenson Button. Pour ce qui est du numéro, Guan Yu Zhou a le numéro 24 en hommage à Kobe Bryant. Nico Hülkenberg a lui choisi le hautement symbolique numéro 27. Marchant ainsi dans les traces de Jones, Villeneuve, Prost ou Alesi. Mais vu que Nico est né le 19 août, donc le 19-08, c'est tout simplement une addition. Pour Ocon, le 31 était son numéro lors de son titre de champion de France minime en kart. Carlos Sainz voulait le 5, mais il était pris par Vettel. Il en a donc mis 2. Comme Verstappen d'ailleurs, qui voulait le 3, mais vu que Ricardo l'avait, il en a mis 2. Pour Carlos Sainz, le 5 représente graphiquement le S de son prénom et de son nom. Ça fait penser à Valtteri Bottas avec son numéro 117 qui reproduit les T de son nom ou de son prénom, au choix. Valtteri voulait le 7, mais Raikkonen l'avait pris avant, du coup il en a fait 2. Pour Russell, son numéro 63 est en hommage à son frère Benji qui roulait avec ce numéro en kart. Quant à Oscar Piastri, l'histoire est assez cocasse. Devant choisir un numéro pour sa première course en kart, Oscar s'est rendu dans un magasin qui vendait des numéros. Le problème, c'est qu'il vendait qu'un seul chiffre. Le 1. Du coup, il en a pris 2, donc ça faisait 11. Oui. Il en a donc pris 2, et quelques temps après, lorsque ce numéro était pris par un adversaire, il l'a transformé en 81. Tada! Quant à moi, si je devais choisir mon numéro de course, j'aurais 4 solutions. Ou le 7 parce que je suis né le 7, ou le 11 parce que je suis né en novembre, donc le 11e mois de l'année, ou le 98 parce que je suis né en 98, ou encore le 18, pour 2 raisons. La première, c'est parce que, écrit d'une certaine façon, ça fait le J et le B, donc mes initiales, et sinon parce que 7 plus 11, quoi. Ça marche aussi. Du coup, vous avez la date de mon anniversaire, là, du coup. Ouais, pensez à me le souhaiter, hein, 7 novembre prochain, ouais. Je rigole pas avec vous. D'ailleurs, pensez à vous abonner, 5 gestes importants. Sur le côté gauche de l'écran, il y a des logos et tout, je vous ai mis des liens. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer les numéros, et à la prochaine. Elle a vite plié, celle-là. Ouais. Voilà. Bon, après, pour les quelques Jean-Michel premier degré qui ont pris des trucs, oh mon dieu, le mec il veut qu'on lui souhaite son anniversaire, comme ça, c'est pas très poli, je m'en fous. C'était pas, je m'en bats les couilles, tu vois. Rien à foutre. C'est pas nécessairement à vous de le faire, si on devait choisir des conventions sociétales. Après, ça fait toujours plaisir. Mais je déconne, hein. Enfin bon, après, si les Jean-Michel premier degré qui sont premier degré à ce point, je pense que, faites votre vie, hein. Écoutez, ragez. Ouais, encore le retour du mec qui voulait boire et qui n'y arrivait pas. Des bisous.